L'actualité à la une ce soir, le projet de loi portant révision du code électoral sera transmis cette semaine au Conseil national de la transition pour adoption. C'est un conseil des ministres extraordinaire qui l'a adopté ce matin. Il doit être révisé 6 mois avant les élections. Et puis étudiants et syndicats dans la rue à des endroits différents et pour la même cause. Les premiers se dressent contre les aliments servis aux restaurants universitaires. Les seconds dénoncent la qualité des cubes vendus par le groupe Bouffe. Vous les entendrez dans ce journal. Le week-end a été encore très politique à travers le pays. Sociodémocrates, libéraux ou sankaristes, tous avaient un point commun, appel à l'enrôlement pour les élections prochaines. Le point des états-majors tout à l'heure. Bonsoir à tous, vous êtes au 20h de la télévision de Burkina. Le code électoral sera transmis cette semaine au Conseil national de la transition. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres extraordinaire tenu ce matin à Ouagadougou. À l'ordre du jour, il y avait aussi un décret qui crée un programme socio-économique d'urgence de la transition. Ini Janine Walkoy Kambire. À quelques mois des échéances électorales, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité adopte un projet de loi portant modification du code électoral. Ce projet sera transmis au Conseil national de la transition qui devrait l'examiner, l'entériner et le voter. Pour ce qui concerne les grandes préoccupations qui ont été prises en compte à ce niveau, c'est premièrement le mandat de la CENI qui a été donc maintenu et qui doit se poursuivre jusqu'à son terme donc en 2016. Il y a également qu'un certain nombre de dispositions concernant le vote des Burkinabés de l'étranger devaient être intégrées, notamment la création de commissions électorales au niveau des ambassades, mais également au niveau des consulats. Une disposition également, la décision qui a été prise par le gouvernement de reporter le vote des Burkinabés de l'étranger soit intégrée dans le code électoral. Il y a également un certain nombre de préoccupations pratiques qui ont été évoquées ça et là par différents acteurs en fonction de leur sensibilité. Tout cela a été pris en compte. Le ministère de l'économie et des finances, lui, adopte un décret portant création et exécution d'un programme socio-économique d'urgence de la transition. Ce programme, qui sera immédiatement mis en œuvre, coûtera environ 50 milliards de francs CFA. Le programme socio-économique d'urgence de la transition est un ensemble de projets, on peut les appeler ainsi, donc qui vise à améliorer donc les conditions de vie des populations. Et en particulier donc, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi des jeunes et dans le domaine de l'entrepreneuriat des femmes. C'est fortement arrimé donc, sur la SCAD, mais il s'est agi donc, compte tenu des fortes préoccupations exprimées par les populations lors des soulèvements populaires donc, des 30 et 31 octobre, de mettre en exergue donc, certaines des actions prioritaires de la SCAD. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'heure est à la réforme curriculaire pour faire face aux différentes mutations socio-économiques et professionnelles. Lorsque vous prenez toutes ces mutations qui s'opèrent au niveau national et au niveau du monde, lorsque vous prenez tous les nouveaux centres d'intérêt de la société, de l'État, de la communauté internationale, il va sans dire que les citoyens que nous allons former doivent être en phase avec tous ces éléments-là, doit avoir une certaine maîtrise de tous ces éléments, doit pouvoir se situer par rapport à tous ces phénomènes-là. Donc c'est ce que nous appelons un peu, dans du terme de thèmes émergents, il est nécessaire que ces différents thèmes-là soient pris en compte dans l'élaboration des programmes de formation. À 8 jours de la tenue des États généraux de la justice, prévus pour se dérouler du 24 au 28 mars, le ministre fait le point. Nous sommes en train de voir tous les aspects et les commissions travaillent d'arrache-pied sur les préparations des ateliers surtout, puisque après la première journée d'ouverture et de présentation de l'état des lieux de la justice, on va passer 2 journées entières à faire vraiment des travaux sur des thèmes, des sous-thèmes et donc déboucher sur des engagements pour que le dernier jour, on puisse adopter ce que nous appelons le pacte national pour le renouveau de la justice. Donc on est vraiment en plein travail pour finaliser tout ça.
Au moment où se préparent ces états généraux, certains corps de la justice observent une grève et sur ce point, le ministre dit privilégier le dialogue. Je pense que le problème de la grève peut être résolu avant. Et c'est une grève de 120 heures, ça n'ira pas jusqu'aux états généraux. Nous avons échangé sur les différents points. Donc c'est eux qui, une fois qu'ils prendront une décision, c'est eux qui vont certainement publier à la presse, par voie de presse, la décision qu'ils auront prise. Je ne veux pas anticiper. En ce qui concerne la grève à l'université de Ouagadougou et de Ouaga 2, le ministre Filiga Sawadogo prévoit de rencontrer dès que possible les organisations estudiantines pour réétudier ensemble leur plateforme et voir quelles seront les avancées possibles. À l'université de Ouagadougou, justement, la situation reste tendue avec des faits nouveaux depuis ce matin. Un mouvement estudiantin dénonce l'utilisation des ingrédients avariés aux rues. Le restaurant universitaire, ils étaient en sitting pour réclamer plus d'hygiène. Ousmane Adrabo, Dramane-Guéné. Mars, à l'université de Ouagadougou, le restaurant universitaire est fermé. Une fermeture opérée par les étudiants eux-mêmes. Et le reproche à la prestataire l'utilisation d'ingrédients périmés pour la cuisine au restaurant. Nous avons constaté que les produits qui faisaient office d'ingrédients étaient des produits périmés et avariés. Nous avons saisi dans un premier temps 15 bidons d'huile avariés. Nous les avons fait restituer, nous les avons interpellés. Un second temps, nous avons saisi des pâtes alimentaires périmées. Et rien qu'hier, nous avons saisi un produit laitier, des sacs de lait au nombre de 10. Nous avons dissous le restaurant universitaire, la prestataire, le gérant et tout ce qui s'ensuit. Présent à ce sitting, le directeur général du Centre national des œuvres universitaires dit avoir pris des dispositions nécessaires pour le mieux-être des étudiants. Les étudiants posent des problèmes pertinents et nous en avions déjà conscience et c'est pourquoi depuis quelques semaines, avec l'autorisation des autorités de la transition, nous sommes en train de préparer des appels d'offres afin de procéder au renouvellement des contrats et de prestations dans l'ensemble de nos différents restaurants universitaires. Les étudiants nous ont soumis une dizaine de points qui se trouvaient déjà être en cours puisque le problème que nous vivons ce matin, ce n'est pas un problème qui est nouveau. Nous sommes là-dessus à pied d'œuvre et ils sont même informés puisqu'ils ont été associés. En appui au mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FESIBF, en a profité pour lancer un message de libération de la cité campus au profit des étudiants. Cette cité a été transformée en bureau pour les enseignants de l'université depuis 2013. À l'issue de ce sitting, la prestataire du restaurant a réagi ce soir. Elle est venue faire le tas des lieux au sein du restaurant. Avec elle, il y avait la Ligue des consommateurs et le laboratoire national de santé publique qui promet analyse et résultats dans les 10 jours qui suivent. Ousmane Drabo, Nathalie Sawadogo. Suite à la manifestation des étudiants de ce matin, la prestataire a tenu à donner sa version des faits. Ce que nous on veut avoir, c'est une résolution pacifique du problème. On veut que ces étudiants-là comprennent vraiment que nous ne sommes pas là pour les empoisonner. Nous ne sommes pas là pour les tuer. Et de ce que nous utilisons, il n'y a rien de périmé. Parce que de ce qui est ressorti, on a parlé de l'huile. Donc je vais vous donner l'exemple de l'huile. Il y avait l'huile palme d'or qu'on avait amenée, qui se périmait en 2016. Mais quand ils étaient venus, on avait déclassé 15 bidons, je pense. Parce que quand ils mettaient en fait le doigt sur l'écriture, ça sortait. Donc, ils ont estimé que ce n'était pas de l'huile de qualité. Il y avait eu ensuite le cas du sucre où ils nous avaient dit qu'ils voulaient le sucre de la Sosiko. Bon, la Sosiko est venue, il n'y avait pas de date. Il y a eu des quiproquos. Bon, on a essayé de les expliquer qu'en fait, la Sosiko même ne mentionne pas de date de péremption sur le sucre. Nous, on souhaite s'il y a un seul étudiant qui peut nous apporter la preuve qu'en ayant mangé ici, ou bien qu'en ayant bu le lait ou le yaourt, il a piqué une maladie, qu'il vienne, qu'il nous apporte les ordonnances et qu'il nous apporte la preuve. Dans la même logique, la Ligue des consommateurs venue constater l'état des produits mis en cause ne s'y reconnaît pas dans la revendication des étudiants. De prime abord, on avait entendu parler de produits périmés avariés au niveau de la télé. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons essayé de vérifier le stock présent au niveau des restaurants ici, notamment les laits, les boîtes de tomates, les conserves de tomates et du riz et autres choses, mais nous n'avons pas constaté de produits périmés. Les dates de péremption que nous avons vérifiées
se situent tous au-delà de février 2016. En tout état de cause, le laboratoire national de santé publique était sur les lieux pour un prélèvement sur les ingrédients destinés à la restauration. De l'avis des techniciens, les résultats de cette analyse sont attendus dans 10 jours maximum. De leur côté, les ex-travailleurs du groupe CBA demandent la suspension des droits de commercialisation des produits Jumbo de la société Obouf, qui sera face à la justice demain sur l'affaire des canettes. Selon eux, la société Brahima et Frères vendrait des cubes anti-datés. Elono Yerbanga. Demain 17 mars s'ouvre le procès d'Obouf sur les canettes périmées et les accusations continuent de se faire entendre. Les ex-employés de la société industrielle burkinabé d'épices et aliments CBA relancent le gouvernement burkinabé sur la nécessité de retirer les droits de commercialisation des produits Jumbo à la société Obouf. Un droit qui lui aurait été conféré depuis 2011 après la fermeture de la société CBA. Une situation qui avait conduit les employés à manifester pour dénoncer cet octroi. Aujourd'hui, plus que jamais, les ex-employés de la CBA sont de plus en plus convaincus du bien fondé de leurs revendications au regard des activités illégales auxquelles s'adonne le responsable de la société Obouf. En apprenant la péremption d'une grande quantité de canettes dans les magasins du groupe Obouf, nous faisons allusion à la marque Jumbo qui présentement est aussi des produits importés. D'où la production supposée depuis l'Espagne, le stockage, le transit maritime et les transactions douanières représentent un temps imputable à la durée de vie de ces produits. Nous doutons fort que ces dates de péremption ne soient pas falsifiées comme les canettes, puisqu'il dispose d'un dateur dans son magasin qui n'est pas une usine. Contrairement à nous qui mettions sur la place du marché depuis 30 ans un produit venant fraîchement de l'usine à Kossoro avec des analyses permanentes du laboratoire national de santé publique. Les ex-travailleurs de CBA sont en chômage depuis juin 2011 et espèrent avec ce procès redonner un 200 Burkinabés. Ils demandent aux autorités de la transition une suspension immédiate du droit de Obouf et la restitution de la licence à la société CBA. Les dernières depuis des victimes du crash d'Air Algérie sont arrivées hier à Ouagadougou en provenance de la France. À l'accueil, il y avait le comité d'accueil, mais aussi parents, amis et connaissances. Ce matin, les restes ont été inhumés. Si Sylvestre Da, Jacques Lamissa Tarpaga. À bord de cet avion en provenance de la France qui vient de s'opposer à l'aéroport international de Ouagadougou cet après-midi du 15 mars, les dépouilles mortelles de Kadidia Kwanda et de son fils Aboubaka Yameogo, 2 victimes du crash de l'avion d'Air Algérie en juillet dernier au Mali. Les proches sont à l'accueil avec à leur côté le comité de crise. La vue des cercueils fait rejaillir la douleur. Il s'agit des 2 derniers corps qui devaient arriver aujourd'hui. Pour des raisons que la famille avait évoquées. Si vous vous rappelez, la famille en son temps, lorsque les autres corps arrivaient, avait demandé le report de l'arrivée de ces 2 corps pour pouvoir s'apprêter parce que certains membres de la famille n'étaient pas sur place. Depuis juillet 2014 jusqu'à aujourd'hui, nous voyons le défilé de nos corps. Autant c'est un soulagement pour nous de les accueillir, autant la douleur est toujours vivace. Nous souhaitons la bienvenue en terre du Burkina. Et je demande aux parents de garder courage parce que c'est l'affaire de Dieu. Les émotions sont également visibles à la morgue de l'hôpital Yalgado ce lundi matin lors de la levée de corps et de l'oraison funèbre. Un cortège accompagne par la suite les défunts à leur dernière demeure. C'est au cimetière municipal de Ouagadougou qu'il repose désormais, inhumé aux côtés d'autres compagnons d'infortune. Si par exemple un de vos proches est décédé puis vous ne saviez pas où est-ce qu'il est enterré, où est-ce que... Bon, on peut pas dire qu'on est... On peut pas... Mais maintenant, le deuil va vraiment commencer puisqu'on sait maintenant qu'on les a inhumés quelque part au cimetière de Gouin. Les 26 victimes burkinabées du crash de l'avion d'Air Algérie sont à présent inhumées. Mais les interrogations demeurent sur les causes du crash qui a fait plus d'une centaine de morts. Le comité de crise mis en place au lendemain du crash rassure que l'enquête suit son cours.
Des professionnels de la communication électronique partagent des expériences sur la problématique du numérique. À Ouagadougou, ils viennent de 11 pays d'Afrique et d'océan Indien avec pour but de renforcer leurs connaissances. Estelle Judith Assoba. Ils sont issus des administrations des autorités de régulation et des opérateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et de l'océan Indien. Ils ont tous convergé à Ouagadougou avec la seule ambition de renforcer leurs capacités en régulation de l'économie numérique pour les uns et en régulation des télécommunications pour les autres. À cette première session de formation qui s'ouvre à eux, les attentes sont énormes. La régulation aux Comores est à ses débuts et donc nous devons acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour pouvoir bien réguler. Nous évoluons dans un secteur qui innove pratiquement tous les 6 mois. Et c'est un défi pour les cadres de suivre cette évolution. Le secteur de la télécommunication électronique est aujourd'hui en perpétuelle mutation. Les défis sont certes grands et ces acteurs ont un rôle immense à jouer. Partie prenante, bien évidemment, d'un même marché aux enjeux très importants. Les opérateurs et les régulateurs doivent travailler de concert pour créer un environnement propice à son développement, tant dans chaque pays qu'au niveau régional. Cela n'est possible que s'il y a notamment une compréhension partagée des problématiques techniques, juridiques et économiques et des enjeux de la régulation du secteur de l'économie numérique. C'est en cela que la tenue de cette formation en régulation des télécommunications et du numérique a tout son sens. Elle va se dérouler en 7 sessions de 2 semaines et va s'étaler sur 2 ans. Nous allons avoir différentes sessions sur les instruments de la régulation, 2-3 sessions autour des instruments de la régulation, notamment autour des conditions d'entrée dans le numérique, autour des questions d'interconnexion, autour des questions de services universels, autour des questions de gestion des fréquences, de la convergence entre l'audiovisuel et les télécommunications, autour des questions de protection des données personnelles. L'objectif est de permettre aux 37 stagiaires de mieux maîtriser la régulation. À la fin de cette session, ils seront au total 300 stagiaires de plus de 18 nationalités qui auront bénéficié de cette formation. Dans l'actualité ce soir, l'appel du président de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste de Yako, Maître Benewende Sankara, demande à ses militants des 45 provinces de s'enrôler massivement pour les élections à venir. Il parle d'insurrection électorale et dit tenir à l'œil toute tentative de fraude pendant les élections. Nathalie Sawadogo. L'école centre de Yako. C'est ici que l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a donné rendez-vous à ses militants et sympathisants pour échanger sur l'enrôlement biométrique qui débute officiellement le 17 mars prochain dans la localité. C'est un meeting d'information qui consiste à 48 heures de l'enrôlement biométrique au Passoré, d'expliquer à nos militants que l'enrôlement est un impératif si on veut gagner, en tout cas, la bataille électorale qui s'annonce. Pour nous, ça a été également l'occasion de rappeler qu'après l'insurrection populaire, il va falloir que l'UNIR PS s'engage dans une dynamique d'insurrection électorale. Ce message, pour nous, à partir de Yako, s'adresse au-delà des populations du Passoré à l'ensemble du peuple burkinabé, c'est-à-dire aux 14 000 villages, les 45 provinces que compose notre pays bien-aimé. À l'occasion, le président de la section de Yako a attiré l'attention de la direction sur des faits de certains individus qui se proposeraient volontiers d'aider des citoyens à acquérir des actes pour voter. Un acte qualifié de corruption électorale est condamné par le président. À l'UNIPS, nous élevons une vive protestation contre toutes les manœuvres anciennes qui concourent à vouloir encore croire qu'on a du bétail électoral. Nous allons prendre nos responsabilités avec nos militants pour contrecarrer toute velléité de tentative de fraude. Et le président d'appeler les militants à s'enrôler massivement pour la bataille à venir. Un message que la délégation de l'UNIR-PS a auparavant apporté à la population de la commune rurale d'Arbolé.
Une visite de courtoisie aux chefs coutumiers d'Arbolé et de Yako a été dans l'agenda du parti. De son côté, l'Union pour la Renaissance démocratique, mouvement à Sankaris, appelle de Bobo Dioulasso à une candidature unique des Sankaris. Face à ces militants du Oué, Alphonse Marie Ouedraogo a communiqué la vision de son parti pour les élections à venir. Karim Sissé. Le président de l'Union pour la Renaissance démocratique, mouvement sankariste, URD-MS, face aux militants de son parti de la province du Oué. Alphonse Marie Ouedraogo est venu partager avec eux la vision de son parti pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. Une vision basée sur l'union de tous les partis sankaristes. Nous avons choisi d'y aller en union, ce qui fait que ça nous donne l'obligation de présenter cette union aux militants pour qu'ils comprennent et bien sûr qu'ils adhèrent au message que nous allons développer dans les jours à venir à ce sujet. Pour l'heure, l'URD-MS a fédéré avec l'Alliance des démocrates révolutionnaires et la convergence de l'espoir pour créer l'Union des révolutionnaires pour le Faso UREFA. Et selon Alphonse Marie Ouedraogo, tous les partis sankaristes seront rassemblés d'ici aux élections prochaines. Notre union aura son candidat, ne vous inquiétez pas là-dessus. On n'a pas fait l'union pour ne pas aller aux élections présidentielles. Mais ce que nous recherchons, c'est une union plus large. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas le nom du candidat de notre union parce que nous voulons, pour cette fois-ci, que tous les sankaristes se mettent ensemble. Ce n'est pas un vœu pieux. Nous voulons créer l'événement en montrant à toute la population du Burkina que les sankaristes peuvent s'unir et vont s'unir. Après Bobo Dioulasso, le président de l'Union pour la Renaissance démocratique, mouvement sankariste, se rendra à Orodara et à Banfora pour livrer le même message aux militants de son parti. À Ouagadougou, l'Union pour le progrès et le changement invite ses militants de l'arrondissement à 7 à s'inscrire sur les listes électorales. Les responsables de la sous-section ont trouvé une idée pour le faire. Les journées portes ouvertes, l'objectif est de susciter de nouvelles adhésions. Bouma Ernest Nebié, Claudine Bikaba. L'objectif de ces journées portes ouvertes est de susciter de nouvelles adhésions au parti de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Je suis très satisfait. On vient de m'informer que nous sommes à 508 adhésions, uniquement que la journée du 15. Nous envisageons faire ça dans le secteur 31, puisque l'arrondissement 7 est composé de 4 secteurs. Et nous comptons mener ces activités dans les autres secteurs dans les jours à venir. C'est une initiative de la sous-section de l'UPC du 7e arrondissement de la ville de Ouagadougou, saluée ici par le premier responsable du parti, Zéphirin Diabré. Il en a profité pour expliquer une fois de plus la vision du parti aux populations du dit arrondissement, sorties nombreuses à l'occasion. C'est ça aussi la vie d'un parti, puisqu'il ne s'agit pas de faire uniquement des meetings ou des discours, il faut un travail militant de recrutement des sympathisants du parti. Donc c'est le clou de cette journée-là qui donne lieu donc à ce rassemblement, qui est l'occasion pour la direction du parti de renouer le contact avec la base ici à l'arrondissement 7, d'échanger avec eux. Et ça a été l'occasion pour moi de redonner notre lecture des événements donc des 30 et 31 octobre, du changement que nous voulons et de leur décliner quelques éléments du programme de l'UPC que nous souhaitons mettre en œuvre si les Burkinabés nous donnent leur confiance. Pour la victoire de l'UPC à la présidentielle à venir, les adhésions seules ne suffisent pas. C'est pourquoi Zéphirin Diabré a invité ses militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales. On a parlé politique aussi ce week-end à Waïguia avec le Congrès pour la démocratie et le progrès qui refait surface. C'est une première depuis l'insurrection. Le CDP a fait un bilan critique selon les organisateurs et relancé ses activités. Koritimi Kagonde. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a fait sa première sortie post-insurrectionnelle dans le Yating. Ce parti a sonné le rassemblement de ses militantes et militants. Les membres du bureau politique national de la province, de la section provinciale, des sous-sections et les secteurs spécifiques ont tous répondu à l'appel de leur secrétaire général. L'occasion qui nous réunit aujourd'hui devrait nous permettre de faire le bilan critique de notre action depuis le dernier congrès. Mais vous comprendrez tous qu'il est
plus que nécessaire pour nous de parler de choses brûlantes comme la relance des activités du parti. Venus des 4 coins de la province du Yatenga, ces militantes et militants ont réaffirmé leur appartenance au CDP, leur engagement à le défendre jusqu'au bout, leur disponibilité à travailler pour une victoire écrasante au scrutin présidentiel du 11 octobre prochain. L'heure est à la mobilisation et à la détermination pour aller sereinement et confiant aux élections du 11 octobre si nous ne voulons pas nous complaindre les prochaines années à venir. Nous sommes tombés, mais nous devons nous relever. Je vous invite à aller de village en village, de case en case, pour un enrôlement massif des personnes en âge de voter. Pour les militantes et militants, cette rencontre les rassure de la vitalité du CDP. Le choix du candidat à l'élection présidentielle se fera lors du 6e congrès qui se tiendra très prochainement. Cette information, avant de poursuivre, un de nos compatriotes a été arrêté hier à Kinshasa. Ouedraogo Joani dit Osibi Johan du Ballet citoyen a été arrêté alors qu'il participait à un atelier organisé par le mouvement citoyen Filimbi du Congo. Il a été arrêté en compagnie d'organisations du Sénégal et du Congo. Le gouvernement est entré en contact avec les autorités congolaises et dit suivre avec grand intérêt l'évolution de la situation. C'est une information du service d'information du gouvernement. Et puisqu'on parlait d'élections tout à l'heure, pour permettre à chaque parti de mener à bien sa campagne, la paix est indispensable. C'est ce qu'un projet se donne pour mission de renforcer. À Waïguya, toujours, les membres des délégations spéciales ont été formés sur la question. Le but est de promouvoir non seulement la paix, mais aussi la stabilité pour accompagner le processus de la transition. Brice Kintega. Ces participants des communes de Goursi et de Waïguya se forment sur les thématiques droits et devoirs des citoyens burkinabés et sur la prévention et la gestion des conflits. Il s'agira pendant 3 jours de séance de renforcer les capacités de ces acteurs à promouvoir la stabilité et à accroître la résilience des communautés face à la montée de l'extrême violence. Cette activité va permettre effectivement de renforcer les capacités des uns et des autres à vivre en paix. Quand nous parlons de paix, nous parlons de cet élément sans lequel rien ne peut se faire. Aucun développement n'est possible sans paix. Aucune vie communautaire n'est possible sans cette paix-là. Depuis les événements de 30 et 31 octobre, le pays a connu de nombreuses difficultés. Alors, en raison d'un certain nombre de choses, et les membres de la délégation spéciale qui aujourd'hui remplacent les ex-conseils, en tout cas, ont un mot à dire par rapport au développement de la localité. L'initiative du projet Paix à travers le développement, PDF2, financé par l'Agence internationale de développement des États-Unis, USAID, témoigne de la volonté du gouvernement américain à accompagner le Burkina dans le domaine de la bonne gouvernance. Notre rôle, c'est d'accompagner ces nouveaux acteurs-là à jouer le rôle qui leur reviendra dans la délégation spéciale, à résoudre les conflits qui sont naissants dans la communauté, à prévenir même ces conflits pour que ces conflits n'interviennent pas, et aussi à connaître les droits et les devoirs des citoyens. Le renforcement du rôle des promoteurs du dialogue politique et social va contribuer à impliquer davantage les populations dans la prise de décision au niveau local. L'armée accueille de nouveaux sous-officiers dans ses rangs. Au nombre de 80, ils ont reçu une formation d'un an à l'École nationale des sous-officiers d'active. Ces militaires serviront le génie civil, l'informatique, la santé et la gestion financière. Maïmouna Gira, Dramangene. Les diplômes de l'École nationale de sous-officiers d'active entre les mains, ces officiers peuvent désormais prétendre au grade de sergent. Au nombre de 80, ces impétrants issus de la 3e promotion de l'école vont apporter un soutien en ressources humaines aux forces armées nationales. Il s'agit pour les forces armées nationales de recevoir de nouvelles compétences afin de suppléer aux besoins des services du génie, des services de santé, des services de l'informatique et des transmissions. Donc nous réjouissons les résultats de ces stagiaires qui, j'en suis sûr, contribueront à renforcer les compétences des forces armées nationales. Nous souhaitons donc une très belle carrière à chacun de ces jeunes dont le deuxième de la promotion est une jeune fille à qui nous adressons toutes nos félicitations, souhaitant que
en tout cas son exemple puisse encourager d'autres jeunes filles à s'intégrer au sein des forces armées nationales pour servir la nation. Formation militaire, formation de chefs de groupe et d'équipe sont entre autres des disciplines reçues par ces sous-officiers d'actifs durant 12 mois passés à l'école. À Boromo, dans les vallées, des producteurs échangent sur la protection de l'environnement grâce à un voyage d'échange organisé par le Centre de recherche forestière international et l'association Tipalga. Ces producteurs ont reçu des clés pour entretenir leur domaine au niveau local. Maxime Zongo. Situé à quelques encablures de Zignaré, le village de Komnogo, commune de Zitenga, est un exemple de réussite dans la lutte contre l'avancée du désert. Grâce à l'appui de l'association Tipala, en partenariat avec le Centre de recherche forestière international CIFOR, ce sont plusieurs hectares de terres dégradées qui ont été récupérés. C'est une réalisation réussie qui mérite en tout cas d'être effectivement répliquée ailleurs. Et donc par conséquent, effectivement, si vous voyez tout ce que vous avez eu à visiter, vous voyez que c'est une activité qui a pris tout le secteur du développement rural en compte. Cet exemple pilote, le CIFOR a tenu à le partager avec des producteurs de la province des Balais, zone où la végétation est encore abondante mais menacée par la déforestation. Une dizaine de producteurs ont alors été invités à venir s'inspirer de cet exemple inédit. C'est d'identifier avec ces communautés un certain nombre d'actions que le projet va soutenir de façon à titre démonstratif en fait. Le projet va les soutenir en fait à mettre en œuvre sur les sites. Et donc nous sommes en train d'entrer dans cette dernière étape là où le projet est en train d'identifier avec les communautés ces actions à mettre en œuvre. Venus de Kalambouli, Sorobouli et Boromissi, ces producteurs de Sibi dans les Balais ont été édifiés du travail abattu par leurs collègues de Zitenga. Vraiment, je suis très ému de voir des choses, un grand miracle que je n'ai jamais vu. Vraiment, quand j'ai visité le centre par rapport au vide que je vois, je n'y peux rien dire. Donc je sais que tout est dégradé par la nature, mais l'homme peut toujours conserver la nature. Écoutez les témoignages, échanger entre pairs sur les contraintes et les défis, discuter sur les techniques utilisées et mieux appréhender les différentes approches du partenaire, voilà le contenu de cette visite. Par cette initiative, CIFOR et ses partenaires entendent contribuer à faciliter l'appropriation par les producteurs des techniques de gestion durable des terres. Objectif, accroître les capacités d'adaptation de ces couches vulnérables. Cette information, une fois encore, avant de poursuivre, un de nos compatriotes a été arrêté hier à Kinshasa. Ouedraogo Joani dit Oshibi Johan de Balai Citoyen a été arrêté alors qu'il participait à un atelier organisé par le mouvement citoyen Filimbi. Il était en compagnie d'organisations du Sénégal et du Congo. Le gouvernement est entré en contact avec les autorités congolaises pour s'enquérir des circonstances de cette arrestation et obtenir sa relaxe. Le gouvernement dit suivre avec grand intérêt l'évolution de cette situation. C'est une information du service d'information du gouvernement. Et puis pour terminer, l'incendie du marché de Tampuy et la disponibilité obtenue par Djibril Bassolé livrent désormais de s'engager dans la politique. Voici la une des quotidiens aujourd'hui. C'est la revue de presse lue pour nous par Jacques Lamissa Tarpaga. La manchette des quotidiens du jour nous offre une panoplie de titres. Le sujet le plus récurrent ce lundi, c'est le congé du général Djibril Bassolé de l'armée. Le général Djibril Bassolé libre de s'engager en politique, titre Siroya. L'information est donnée par l'intéressé lui-même à son domicile au cours d'une conférence de presse, écrit le quotidien d'État. Le décret signé, Djibril Bassolé a le regard tourné maintenant vers Kossiam et promet d'annoncer bientôt sa candidature à la présidentielle, précise l'observateur Palga dans sa parution du jour. Et justement, à propos de sa candidature, le général affirme ceci: les militaires sont aussi des citoyens comme les autres, nous fait savoir le pays, pour répondre à ceux qui sont contre la candidature des militaires.
Le quotidien nous apprend plus loin que Djibril Yipene Bassolé n'entend plus retourner dans l'armée, même après sa candidature. Et pour lui, il est temps de laisser la place à la nouvelle génération. Aujourd'hui, Ofaso lui consacre l'un de ses éditos du jour à ce sujet. Le journal pense qu'il sera difficile pour Bassolé de s'installer dans le fauteuil de son ex-patron Blaise Compaoré. Mais il pourrait jouer un peu les faiseurs de roi, estime aujourd'hui Ofaso. Le journal conclut en se demandant si Djibril Bassolé est désormais un carriériste en politique. Possible, même s'il faut toujours se rappeler ces propos du général MacArthur qui disait qu'un militaire reste toujours un militaire, a fortiori un général. Un week-end incendiaire à Tampuy, hold-up et incendie au marché de Tampuy rapporte notre temps. Plus de 100 boutiques et hangars consumés, titre le journal. Les commerçants ont eu un réveil douloureux samedi matin, fait remarquer le journal qui ajoute que ce sont environ 114 hangars et boutiques qui sont incendiés et 2 gardiens ont été blessés. Braquage de plusieurs boutiques, le marché incendié par des bandits, le journal Le Quotidien en fait sa grande une. Le Quotidien se demande tout de même ce qui a bien pu causer ces dégâts. Des voleurs, réponse sans équivoque d'un des gardiens reprise dans les colonnes. Notre confrère nous conte l'événement qui s'est déroulé au petit matin samedi avec des témoignages aussi poignants les uns que les autres. Une des victimes, Amado Sanfo, se confie au Quotidien. J'ai perdu 14 millions de francs. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Je suis désemparé. La police scientifique mène déjà des investigations, nous apprennent les journaux. C'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain.